Bienvenue si vous nous rejoignez tout à l'heure. L'une de nos équipes suivra les premiers pas de détenus en prison. Mais avant, direction l'un des plus grands aéroports du monde. Roissy-Charles de Gaulle, 32 km², l'équivalent de la ville de Lille. Et les chiffres, vous allez le voir, donnent le tournis. 90 000 personnes y travaillent chaque jour, des pilotes, des mécaniciens, mais aussi des douaniers, des gendarmes, des pompiers. On y trouve même un hôpital, sans parler de la surveillance des pistes. Voici Roissy, côté coulisses, et c'est un reportage découverte signé Anaïs Sura et Antoine Schmitt. Tac. Les EasyJet au décollage, c'est parfait. Hop, gros plan sur le devant de l'avion. Parfait. Magnifique. Et là, il y a il y a une belle lignée là. Ils sont tous les uns derrière les autres. Ils vont atterrir devant nous là. C'est top. Les abords de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle n'ont aucun secret pour Théo. 1, 2, 3, 4. Tac, et puis là, parfait. Un décollage en même temps. Le trafic de Roissy. À 19 ans, Théo est un spotter, un photographe fan d'avions. Tous les week-ends avec ses parents, c'est bien, il y a du trafic. Théo vient capturer les plus beaux clichés d'aéronefs. Tac, parfait. Je suis dans mon élément, c'est ça. Et ce qu'il aime bien surtout, c'est quand il y a du vent. Quand il y a du vent, parce que l'avion, il faut... En fait, l'avion va et vient. Quand on voit un avion décoller, c'est magique, c'est fabuleux. C'est toute cette puissance derrière, là, cet effet de portance pour soulever l'avion. On pense aussi à tous ces gens qui partent en vacances, c'est super. J'en ai pris des milliers, on va dire ça comme ça, ouais, depuis mon plus jeune âge. Et je m'en lasse pas, et je m'en lasserai jamais. Théo veut être pilote. Dans quelques jours, il se rapprochera un peu de son rêve. Il sera de l'autre côté du grillage, en stage à Roissy, une gigantesque fourmilière où un avion décolle ou atterrit toutes les minutes. Magnifique. 32 km², 200 000 passagers par jour. Roissy-Charles de Gaulle est l'un des 10 plus grands aéroports du monde. Pour assurer la sécurité des passagers, mais aussi des 90 000 employés, les pompiers comme Jocelyn sont prêts à intervenir jour et nuit sur le tarmac. Tu regardes à droite, je regarde à gauche. Mais aussi dans les terminaux, pour porter secours à des passagers en détresse. Vous endormez pas, madame. Avec 150 personnes sous sa direction, Yassamine est responsable d'exploitation. Elle doit avoir les yeux sur tout ce qu'il se passe dans le terminal 2E, le plus grand de l'aéroport. S'il vous plaît, il y a un bagage abandonné là, ne passez pas par là. Roissy est une ville dans la ville, qui a sa gendarmerie et son hôpital. C'est aussi la plus grande porte d'entrée vers la France. Alors les douaniers comme Elisabeth sont aux aguets. Ils cherchent les passeurs de drogue. Vous êtes toutes ensemble? Si? 13? Mais aussi ceux qui transportent des contrefaçons. C'est la contrefaçon puisqu'elle nous l'a déclaré l'avoir acheté sur un marché pour une vingtaine d'euros. Je pense pas que Valentino reste des sacs à 20 euros. Ou alors, dans ce cas-là, j'y vais. À l'extérieur, près des pistes, Jonathan dispose de tout un arsenal pour éviter les collisions entre les oiseaux et les avions. Donc là, je l'ai dérangé. Il a compris qu'il ne fallait pas qu'il reste sur place. Mais ici, les dangers ne viennent pas forcément d'où on les attend. Embarquement immédiat dans le quotidien trépidant du plus grand aéroport de France. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. 7 h du matin au terminal 3. Celui des vols low cost. Théo, bonjour. Théo, le fan d'avion, a décroché un stage comme agent d'escale dans une compagnie canadienne. Et sur le Montréal, on est à combien? 11 et 265. Ouais, le Montréal, c'est toujours c'est la grosse destination depuis Paris. Okay. Avec Johan, son maître de stage, il découvre ses nouvelles responsabilités. Notre vol, par exemple, de Montréal, aujourd'hui, part à 12h20. Ouais. Jusqu'à 11h20, on peut accepter des passagers. Tu as une montre qui marche bien. Ouais, elle marche très bien. Mais c'est important, c'est pas une plaisanterie. Je serais amené à beaucoup la regarder. Ouais. Je suis prêt, j'ai hâte de découvrir un peu tout ce qui se passe dans l'aéroport et puis de découvrir de nouvelles facettes que je connais pas. On va faire de lui un futur chef d'escale. Pourquoi pas?
Après une matinée d'observation, Théo passe à la pratique. On a la dame qui semble avoir un petit peu de mal avec son étiquette bagage. D'accord. Maintenant que tu sais faire, je vais te laisser te rapprocher d'elle Et l'aider ouais. pour apposer l'étiquette Si elle a sur besoin son bagage. Ok. Excusez-moi, vous voulez que je vous aide à étiqueter le bagage? Oui, c'est très gentil. Tiens. Ah, parfait. Ça, Alors ce coupon, vous le gardez avec vous. Mais Johan doit rapidement intervenir. Notre jeune ami Théo est en formation. Alors je lui montre. Je te rappelle qu'on a 2 extrémités différentes. Ouais. Celle-ci, on va coller sur la valise, ça doit rester avec la valise. C'est celui-ci qu'on garde pour le passager comme reçu. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, on va dire, ouais, effectivement. J'ai pas d'ongles en plus, donc... Avec le camarade. Johan, tu peux m'aider, s'il te plaît? Non, c'est juste pour le décoller, je vois pas à chaque fois l'endroit où il faut... Un petit bouquet là. C'est un métier, hein, quand même. C'est un métier, oui. Premier jour de stage comme ça, c'est intimidant, on va dire, et puis ça va répondre, que ce soit en français ou en anglais aussi. Et mais au fur et à mesure, ça viendra, et puis je m'y ferai rapidement. Théo va devoir très vite gagner en assurance, car dans quelques jours, Johan va lui confier de nouvelles responsabilités au pied de l'avion. Et voilà pour vous. Merci. Merci bien. À Roissy, 160 compagnies aériennes se partagent le tarmac et les aérogares. Dans l'ombre, une femme veille à ce qu'aucun grain de sable ne vienne retarder le départ des avions. Oui, bonjour, c'est Yassamine. Tu peux, s'il te plaît, envoyer un technicien? On a l'escalator SE qui est à l'arrêt. Yassamine travaille à Roissy depuis 27 ans. 3. Allez-y par là. Elle est aujourd'hui le chef d'orchestre du plus grand terminal. Ce matin, Yassamine doit gérer le départ de 2500 passagers en moins d'1 heure. Là, il y a une file d'attente qui est mal faite, qui est en plein milieu de l'aérogare, donc qui gêne les autres passagers. Bonjour, messieurs, dames. Je peux vous demander, s'il vous plaît, hop, on va se mettre un peu plus par là, voilà. Faire la file d'attente plus par là, merci. Vous êtes devenu très maniaque aussi. Par la force des choses, tout à fait, tout à fait. Même à l'extérieur, parfois je fais attention. Ça m'arrive de temps en temps de prendre le train et de voir qu'il y a une file d'attente et je suis à 2 doigts d'aller, s'il vous plaît, mettez-vous sur le côté. Puis après, je me dis non, tu n'es pas à l'aéroport, tu n'es pas au travail. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Vous embarquez quelle porte, monsieur? Porte K, c'est tout à fait là, c'est cette file d'attente. Bon voyage. Dans ces escarpins, Yassamine parcourt jusqu'à 10 km par jour pour intervenir dès qu'un incident se présente. Comme avec ces 2 jeunes filles qui tentent d'arnaquer les touristes. On m'a signalé des jeunes filles qui font signer des papiers aux passagers en demandant de l'argent. Bonjour. Bonjour. Faites attention, hein. Vous n'embêtez pas les passagers, d'accord? Vous restez calme, hein. Yassamine est sur tous les fronts. Les plus anecdotiques. Monsieur, s'il vous plaît, restez à côté de votre bagage, s'il vous plaît. Hein. Voilà, restez juste à côté. Hein. Merci. Et parfois les plus dramatiques. À quel niveau? Écoute, j'y vais. J'y vais. Là, on vient de m'appeler pour un arrêt cardiaque, donc je me rends tout de suite sur place. Mes équipes sont déjà sur place. Peu après sa sortie de l'avion, à l'issue de 11 heures de vol, le cœur de cette passagère s'est arrêté. Derrière ces palissades, les équipes de secours tentent de la réanimer. Et là, elle est arrivée toute seule. Elle était toute seule, elle n'a pas de famille, elle n'a personne. Donc elle est arrivée en 25. Oui. Tombée de sa hauteur, la tête n'a pas touché le sol. Heureusement, on avait 2 clients américains qui maîtrisaient bien les sujets qui ont commencé le massage cardiaque. Votre souvenir le plus fort, vous, de toute votre carrière, c'est quoi? J'avais une personne qui est arrivée sur un vol, qui a fait un arrêt cardiaque. Son épouse l'attendait à l'extérieur, donc il a fallu que j'aille chercher l'épouse pour lui annoncer que son mari venait de décéder. C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. Cette fois-ci, les secours parviennent à sauver cette passagère. Elle sera réacheminée vers un centre hospitalier le plus proche. Mais elle va bien et ça me rassure. Dans quelques jours, avec les vacances scolaires, Yassamine va faire face à une affluence massive de passagers et son lot de mauvaises surprises. La sécurité, c'est la préoccupation numéro 1 à Roissy. Il y a 2 casernes de pompiers, 22 soldats du feu entraînés pour faire face au pire, un crash ou un incendie d'avion. Rassemblement d'équipe de garde.
Le fourgon, Nico. Présent. Avec Manu, Seb. Le 12, ça sera Dudu. Présent. Là, c'est bon, alors les gars, bonne journée. Allez, merci. Merci. À plus. Comme tous les matins depuis 23 ans, Jocelyn Durimel, dit Dudu, commence sa garde par la vérification minutieuse de son camion. Ça, le petit bijou quand on se lève à n'importe quelle heure ou on veut rapidement démarrer le camion, il suffit d'appuyer sur ce bouton, le moteur se met en route, les gyrophares s'allument, tout se fait automatiquement, il n'y a plus que, hop, continue s'habiller, s'asseoir dans le camion et partir sur intervention. On gagne un temps de fou, hein. T'arrives un peu la gueule dans le cul comme on arrive le matin, des fois à 2 h du matin, une alerte, comme on a 3 minutes pour se rendre sur n'importe quel point de la plateforme, on n'a plus la tête. Je peux le faire, hein. Regardez, tac, simple, vous allez voir, tac. Hop, les gyros vont s'allumer. Avec ses 32 km², l'aéroport Charles de Gaulle est aussi grand que la ville de Lille. Grâce à leur camion ultra perfectionné, les pompiers peuvent secourir un avion sur n'importe quelle piste en 3 minutes. Ces lances à eau nous servent à faire de la mousse pour pouvoir mettre de la mousse partout sur un avion si jamais il y a une grosse intervention. Un feu d'avion, par exemple, qui est notre mission principale, pouvoir l'éteindre en quelques secondes. Le noyer de mousse. Pour intégrer l'aéroport, ces pompiers professionnels ont dû suivre une formation spécifique. L'un des dangers propres à cet environnement, conduire au milieu d'avions beaucoup plus lourds qu'eux et chargés de plusieurs dizaines de tonnes de kérosène. Je ne le vois pas, je peux pas avancer. Il y a un avion là. Il est où? Qu'est-ce qui se passe là? On veut partir, mais il y a des avions qui volent un peu partout, hein, et donc c'est pas pareil. Ils roulent un petit peu partout, et c'est pas facile d'être ensemble avec l'autre camion. Vous vous souvenez de vos premiers jours à l'aéroport? Oh, je me rappelle très très bien, oui. Quand tu arrives à l'instruction, tu prends ton camion, tu vas apprendre ton secteur. On était 2 jeunes à un camion et on apprenait le secteur, on roulait. Dès qu'on voyait une lumière, on balisait, demi-tour. Hop, ah non, c'est pas un avion, c'est en haut de l'aérogare, c'est un réverbère. C'est effrayant, oui, on te lâche avec un 44 tonnes dans les mains, sur des pistes que tu connais pas, des voies que tu connais pas, un camion que tu connais à peine. Il faut t'y faire, hein. Ici, les pompiers sont de garde 24 heures tous les 3 jours. Et ce jour-là, Dudu est de corvée de ménage. Faites ça bien. L'aspirateur n'a pas été bien passé, GG. Je sais pas ce que t'as fait, hein. Voilà. Ici, c'est ma chambre. Pareil. Je vais la faire pareil. Je vais en profiter pour en donner un petit coup dessus. Et vous avez pas fait de déco alors vous? Ah non, c'est des chambres, elle est à tout le monde la chambre, elle n'est pas personnelle, hein. Là, elle est là pour moi, je vais en 24 heures. Demain matin, il y en a un qui arrive dessus, on s'installe, nos affaires, les sacs, bien sûr. Je me balade pas sans mon petit bouc. Le bouc du champion. Il est avec moi pour embêter les collègues, hein. Ce bouc, ce sont ses exploits en athlétisme. Car Jocelyn participe aux Jeux Olympiques des pompiers depuis 20 ans. Oh, ça, j'ai un beau souvenir de celui-là. Et là, c'était les dernières médailles que j'avais faites. J'étais parti à Adélaïde. Et vous avez eu combien de médailles là? À Adélaïde, j'en avais eu 7. Il y a des années où j'en ai eu 8. La plus grande année, c'était 12 médailles d'un coup. C'était en Corée, à Daegu. 12 médailles et j'étais content. Cette année encore, Jocelyn va représenter les pompiers de l'aéroport au Portugal. Il vise au moins 2 médailles d'or. Ah, c'est un défi pour nous. Un beau défi que j'espère bien relever. Avec brio. C'est une mascotte, c'est pas un peu, c'est une mascotte. Enfin, pour moi en tous les cas. Mais je pense pour beaucoup de collègues aussi. Même si on le taille beaucoup, on l'adore énormément. C'est un vieux, mais il a un corps de jeune et une mentalité de jeune. Et c'est vraiment agréable. Il est trop gentil, il va me faire pleurer. Il va me faire pleurer si des choses comme ça. GG, t'es emmerdant. Rien que pour ça, tiens, rien que pour ça. 9h30, alerte dans la caserne. L'ensemble des véhicules, les 2 trains sont en feu. Mission extinction du moteur numéro 2. En moins de 3 minutes, tous les effectifs sont mobilisés sur cet Airbus A320. Les lances à eau sont à pleine puissance pour refroidir le fuselage. Car le risque, c'est que l'avion chargé de kérosène s'embrase. Reconnaissance, recherche de victimes, ok? Ouais. Allez, on s'engage. Ouvrez! À l'intérieur, l'équipage ne répond pas. Jocelyn et son coéquipier doivent dégager les passagers des fumées toxiques au plus vite. Apparemment, il n'y a pas de feu, personne dans le cockpit et il n'y a pas de feu au cockpit.
Tu regardes à droite, je regarde à gauche. Ah, une victime. Attends, je vais la prendre par les aisselles. Je la retourne comme ça. Je l'ai. Je recule. Il y a quelque chose de plié. Regarde les pieds. Les pieds sont coincés quelque part. Vas-y, en deux sœurs. Une victime. On la sort un peu plus loin. En fait, ce scénario catastrophe est un exercice que les pompiers effectuent chaque semaine sur cet avion. Mais parfois, la réalité rattrape la fiction. L'exercice à peine terminé, l'alerte se déclenche. Et cette fois, elle est bien réelle. Odeur suspecte sur Airbus A321, compagnie. Une odeur de gaz dans une soute. Les pompiers prennent l'alerte très au sérieux. La totalité des effectifs est engagée. Il y a une odeur suspecte dans l'avion. On suppose, ça peut être une fuite sur une bouteille de gaz ou hallon. C'est le hallon, hein, le gaz qui est à l'intérieur dans les soutes. Si c'est un gaz explosif et que ça explose ou qu'il y a un feu, un début d'incendie ou quelque chose, on est là en sécurité. Les 150 passagers sont évacués. L'avion a dormi là toute la nuit et là, quand ils ont commencé à charger, le RZA a senti une forte odeur de gaz dans la soute avant. Quand le copilote est monté, il a eu la tête qui a tourné direct. Dégagement gaz inconnu en soute carquois. Là, l'escabeau il est prêt, ouverture classique. Et ils vont donc faire une investigation sur la soute carpo avant, donc avec un explodimètre. On va tout de suite percevoir s'il y a une défaillance au niveau de l'air ambiant. Voilà, on a automatiquement une indication qui va nous dire attention, l'air ambiant n'est pas à son taux normal. L'odeur est bien présente, mais dans l'air, aucune trace de gaz. C'est en interrogeant les mécanos que les pompiers finissent par identifier l'origine. X92 sur la 321, origine découverte dégagement d'odeur sur des joints mastiques récents. C'est les joints qui dégagent encore une odeur. Donc c'est l'odeur qui a été perçue notamment par le cockpit. Et il n'y a rien aucune anomalie, rien de quoi s'alarmer. L'avion va pouvoir continuer son vol normalement. Les 150 passagers vont finalement pouvoir partir après plusieurs heures de retard. Air France 18 Québec Juliette, le vent est calme, 26 droite, autorisé décollage. Au volant de sa voiture jaune, Jonathan, 29 ans, est l'ange gardien des avions, mais aussi des animaux de Roissy. J'en vois des centaines tous les jours, mais j'aime bien aller voir les petits lapins. Voilà, sur la plateforme, on a beaucoup de renards. Des petits renards qui se baladent. Il est effaroucheur. Sa mission, chasser les oiseaux du tarmac pour éviter les collisions aux conséquences potentiellement dramatiques. Ce qu'il surveille particulièrement, ce sont les pistes de décollage. Là, on est très proche de la piste. On est à 150 mètres de la piste. Nous sommes les seuls à pouvoir nous approcher autant. C'est la zone de levée des roues de l'avion. C'est là qu'il y a le plus de danger. S'il y a une collision entre un avion et un oiseau au moment du décollage, c'est là que ça peut avoir le plus d'incidents. Arrivé à une certaine vitesse, l'avion n'aura plus assez de pistes pour s'arrêter. Il va être obligé de décoller. Donc il va décoller et s'il a un problème, il faudra qu'il fasse demi-tour et qu'il se repose ou qu'il aille se poser ailleurs. Des collisions aviaires, il y en a environ 300 par an à Charles de Gaulle. Le scénario catastrophe, c'est qu'un oiseau endommage un réacteur. Et plus les volatiles sont gros, plus ils sont dangereux. Là-bas, on a quelques corbeaux qui se promènent. Le comportement de ces corbeaux inquiète Jonathan. Donc quelques corbeaux qui traversent la piste. Un corbeau, c'est quand même un oiseau qui peut être assez imposant. Et s'il percute un avion qui, au décollage, peut aller à plus de 200 km/h, ça peut causer du dégât sur l'avion. Jonathan doit rapidement les faire fuir.
Dans un instant, vous allez découvrir que dans un aéroport, tout est différent. Même faire la cuisine nécessite de respecter des règles très spéciales. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Bah, lui, il a l'habitude, mais moi, à chaque fois que je viens ici, il faut pas oublier la clé. S'il manque un couteau, en fait, il faut prévenir directement le poste de police. Et vous allez voir que pour faire régner l'ordre sur le tarmac, on va faire un contrôle avec le chien Explo sur votre rame. Notre mission prioritaire, c'est la menace d'attentat, tout ce qui relève des explosifs. C'est pour ça que nous avons nos chiens Sino Explo avec qui nous travaillons constamment. Les gendarmes ont fort à faire. On peut relever diverses infractions, le téléphone, les écouteurs, le plus de permis, l'alcoolémie. On fait des contrôles d'alcoolémie côté piste. Vous trouvez des gens alcoolisés? Mais bien sûr, on en a fait un il y a 3 semaines, à minuit, au pied d'un avion. Donc là, avec cet appareil, je vais pouvoir diffuser les cris d'oiseaux le long de la piste. On va plutôt diffuser un cri d'alarme qui va le repousser. C'est un cri qui a été développé spécialement pour cette activité et c'est un cri qui inquiète les oiseaux. Les haut-parleurs diffusent les sons en direction de la piste. Donc c'est vraiment, l'objectif, c'est de le repousser. Ah oui, c'est désagréable, hein? Ah bah, si c'est désagréable pour nous, c'est forcément désagréable pour les oiseaux. Chaque cri est étudié pour une espèce spécifique. Pour preuve, il n'a pas effrayé ce faucon cresserelle en pleine chasse à quelques mètres de la piste de décollage. Pour le faire fuir, l'effaroucheur va employer les grands moyens. Alors là, on va utiliser la pyrotechnique, c'est-à-dire que je vais utiliser mon revolver qui tire des balles à blanc avec des fusées. Alors c'est parti. Attention. A priori, ça ne suffit pas. On va recommencer. Voilà. Donc là, je l'ai dérangé. Il a compris qu'il ne fallait pas qu'il reste sur place. Maintenant, je vais le poursuivre avec des fusées qui partent en sifflant. Ça va permettre de l'orienter vers une direction voulue. Et ça a marché, il n'est plus là. Jonathan a beau chasser les oiseaux des pistes, il est avant tout un amoureux de la nature. Et en 8 ans de métier, il est presque devenu ornithologue. J'adore regarder les oiseaux. On croise tellement d'espèces que déjà rien que le fait de devoir les reconnaître, c'est un travail en soi parce qu'il y a des espèces qu'on ne connaît pas et on apprend plein de choses sur eux. Et Roissy a même ses habitués, comme ce faucon que Jonathan croise tous les jours au même endroit. Là, en fait, ils sont sur leur territoire. Celui-ci, il est là, on le voit quasiment tous les jours. C'est sa zone, c'est le territoire qu'il protège. Il chasse ici. Quand il est comme ça sur place, qu'il vole sur place, c'est qu'il est en chasse. Il a repéré une proie, il s'apprête à plonger. Lui, il sait que les avions sont dangereux, donc il évite de trop s'approcher de la piste. Là, on va voir l'avion passer derrière. Il n'y a pas de risque. Et hop, il a trouvé une proie. En fait, il faut savoir choisir de ne pas intervenir parce que l'intervention pourrait être plus dangereuse que le fait de le laisser sur place. Parce que si j'interviens et que je fais une action d'effarouchement, l'oiseau va peut-être prendre par peur la décision de traverser la piste. Et s'il traverse la piste au moment où un avion décolle, là, ça peut être dangereux. Si Jonathan sait anticiper les réactions des oiseaux adultes, dans quelques semaines, des oisillons prêts à sortir du nid vont lui donner quelques sueurs froides. S'il vous plaît, bien rappeler les feux d'embarquement. Je répète, bien rappeler les feux d'embarquement pour tous les passagers. Derrière les vitres des terminaux, les passagers sont loin d'imaginer la fourmilière qui s'active dans les coulisses de l'aéroport. Car sur les 70 millions de voyageurs annuels, la moitié sont en escale. Et ici, tout est fait pour leur rendre l'attente agréable. De l'accueil, aux aérogares, qui n'ont rien à envier aux Champs-Élysées. En 10 ans, Charles de Gaulle a métamorphosé ses terminaux pour proposer à ses passagers ce que la France a de meilleur. Et cela passe aussi par la gastronomie. Un chef étoilé vient même d'y ouvrir son établissement. Putain, ils sont beaux, ils sont super beaux les bars là. Mais cuisiner dans un aéroport,
impose à Michel Roth et ses équipes de lourdes contraintes, à commencer par la sécurité. Tu pourras me donner un couteau d'office là-bas, à la chaînette là-bas? Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Bah, lui, il a l'habitude, mais moi, à chaque fois que je viens ici, il faut pas oublier la clé. Tous les objets pointus, on est obligé d'avoir un inventaire couteau avec un comptage un le matin, un l'après-midi, un le soir. S'il manque un couteau, en fait, il faut prévenir directement le poste de police. Mais c'est vrai que c'est particulier, on n'a pas l'habitude. Bon, on ouvre, parce que moi, il faut qu'on bosse. Hein. Et bien sûr, Michel Roth et son chef Rémi travaillent sur une nouvelle recette. Et ici, leur maître mot, c'est la rapidité. Je pense qu'il faut mettre d'abord ça. Il faut qu'on voit sur le timing, parce qu'on a environ 20 minutes, pas plus. Hein. Les passagers qui viennent ici, ben, ils n'ont pas trop le temps de rester assis, surtout le midi. Donc on se donne 20 minutes sur un plat qui est un vrai plat, comme on dit. C'est du vrai challenge, on aime ça, toujours. Ça va plaire, ça, non? Eh si, les petites tomates. Ça, c'est vraiment pour donner la couleur et ça va être sympa. Hein. Ils vont s'en rappeler pendant tout le vol. Ça donne envie, vous savez quoi, vous allez dire au commandant de bord que vous retardez l'avion, vous allez manger le... D'accord. Ça va, tout va bien? Tout se passe bien, le service? En salle, le chef s'assure que ses recettes à la française ont conquis la clientèle internationale. Bonjour, vous avez dégusté un plat? Je vais déguster celui-là avec le foie gras. Ah. Vous avez converti en écossais. Et bravo et bonne continuation. On va continuer comme ça. Après ce voyage culinaire, ses passagers s'apprêtent à s'envoler. Immédiat, emporte-toi. Mais à l'aéroport, il y en a d'autres qui se contentent de regarder le balai incessant d'atterrissage et de décollage sans jamais monter dans l'avion. Il y a le Qatar qui va arriver après, là, vers 13h30, à peu près. Et là, je connais tout maintenant. Depuis que je suis là, une fois je suis là, assis, je regarde. Le Vietnam vient d'arriver, là. En costume cravate, cet homme dort à Roissy depuis 5 mois. Moi, je ne l'ai pas vu ce matin. Hein. Chaque jour, Alexis et ses collègues viennent en aide à ces SDF. Ils seraient une centaine à vivre sur la plateforme. Ça va? Vous allez bien? Hervé est toujours quelqu'un qui est beau gosse, qui prend sa douche quotidiennement. Il est tout le temps comme ça, lui. La vie d'Hervé tient dans ce sac. Gravement blessé à la main, il perd son emploi de charcutier et ne peut plus payer son loyer. L'aéroport, pour vous, c'est plus sécurisant? Non, c'est pas sécurisant, mais pour moi, c'est un abri. C'est mieux que la rue. S'il pleut, on est à l'abri. Tandis que sur un trottoir, c'est pas la même chose. L'aéroport ne ferme jamais ses portes. Les SDF ne sont donc pas expulsés. Et grâce aux sanitaires, ils peuvent se laver. Il est d'ailleurs parfois impossible de les distinguer des passagers. La dame qui fait ses affaires fait partie de ce public-là. Cette catégorie d'usagers qu'on n'arrive pas à identifier comme étant des SDF. Moi, je n'avais jamais imaginé avant ici qu'un SDF, ça pouvait être un talent aiguille. Alexis et son équipe rencontrent de nouveaux sans-abri tous les jours. Et certains ont des histoires étonnantes. C'est qui? Youssef? Excusez-moi, je suis réfugié japonais. What? Réfugié japonais. Comme ce touriste japonais. Je suis là depuis 12 jours. Je travaille dans le show business. Je suis venu pour tourner un film sur Paris. Avec ma petite amie. Enfin, je pense. Cet homme semble souffrir du syndrome japonais. Il touche environ 20 visiteurs par an. L'écart entre le fantasme de la ville de Paris et la réalité est si grand que ces touristes développent subitement des troubles psychotiques. Ce sont les documents de la police. Il s'est fait voler, dérober ses affaires. Parce que c'est une plainte pour vol. Il faut comprendre déjà la situation. Il faut prendre le temps. L'homme dit s'être fait voler ses valises alors qu'il prenait en photo le musée du Louvre. Vous avez votre passeport? Oui, j'ai mon passeport. Et vous n'avez pas d'argent pour acheter un billet retour, c'est ça? Non, pas d'argent. Vous avez un téléphone? Non. C'est la première fois qu'on le croise et là, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est de le mettre en contact avec sa famille au pays. Finalement, l'homme se fera prêter de l'argent par un ami pour acheter un billet d'avion et rentrer chez lui. Bonjour Dominique. Ça va Dominique? Ça va? Oh ouais, ça fait longtemps. Dominique, lui, a retrouvé un emploi de réceptionniste après plusieurs mois passés au Terminal 1.
Il revient régulièrement à l'aéroport pour voir l'équipe de la Croix-Rouge et surtout Angela, l'assistante sociale. Elle s'occupe de mes papiers pour la retraite. Alors, je viens toujours un petit peu au rendez-vous ici avec elle. Ça fait plaisir, vous, quand vous voyez des gens comme Dominique qui... Ah oui, qui trouvent des solutions d'hébergement dignes. C'est ça notre souhait. Aujourd'hui, je suis venu les mains vides, j'ai pas eu le temps de faire de courses. Angela. Tu n'auras pas de chocolat. Lorsqu'il revient chaque fois, avec un petit cadeau. Un petit cadeau pour Angela. La prochaine fois. Cette fois-ci, tu en ramènes 3 boîtes. Salut Dominique. Sur le tarmac, un balai de machines et des centaines de personnes s'activent pour préparer les avions qui desservent 329 villes du monde. Excuse-moi, les prochains passagers que tu pourras ramener ici, ce sera les jeunes gens qui sont là, qui attendent là-bas. Parce qu'on fait passer un groupe aux 17 et 18. En stage à l'Escale, Théo s'est intégré à l'équipe et a pris de l'assurance. Du coup, vous allez à Montréal et après, vous allez faire quoi au Canada? Toronto aussi? C'est une super ville. Sur le tarmac avec Johan, son maître de stage, Théo découvre tout le protocole de préparation de l'avion avant l'arrivée des passagers. Là, on est en train de charger le kérosène dans l'avion. Alors là, tu vois qu'il y a notre copilote qui fait ce qu'on appelle le tour avion, qui vérifie. Là, il va vérifier qu'au niveau des ailes, il n'y a pas de fuite, un impact quelconque. Je me dis que j'espère qu'un jour je serai aux commandes de cet appareil, on va dire. J'espère que mon futur bureau, il est là, effectivement, à l'avant de l'avion. Le plus beau bureau du monde, comme on dit. Théo est en seconde année d'une grande école d'ingénieurs aéronautiques, avec pour objectif de devenir pilote. Et ce matin, Johan lui a réservé une petite surprise. Allez, je t'en prie. Merci. Bonjour. Bonjour Théo. Merci de me recevoir dans le cockpit. Moi, c'est Martin. C'était un beau moment pour toi? Ouais, c'est un super moment. Ouais. C'est un honneur et un privilège d'être assis là. Il y a beaucoup de bouquetons. Si vous voyez, en fait, c'est un Airbus 330-200. Et puis, on a beaucoup de systèmes. Alors, vous pouvez voir ici le système pour l'air, l'électrique, le carburant. On appelle ça le joystick. On contrôle l'avion avec ça, c'est-à-dire on monte le manche comme ça, l'avion va monter. En avant, l'avion va descendre. C'est la première fois que je rentre dans un cockpit de 330. Donc voilà, je découvre, c'est magnifique et je rêve de m'asseoir à cette place plus tard. Je t'encourage à travailler fort pour aller chercher tes licences, tes diplômes de pilotage parce que c'est un métier extraordinaire. Super. En vol, les paysages qu'on peut voir, c'est de toute beauté. Le lever, le coucher du soleil, on le voit souvent, nous. C'est sûr. La mer aussi, l'océan. La mer, l'océan. Je te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et au plaisir peut-être de voler ensemble éventuellement. Super, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Très bon vol aussi. Merci, oui. Si Théo touche son rêve du doigt, au Terminal 2 ce matin, Yassamine, elle, vit un cauchemar. Je vais vous demander de patienter juste un tout petit peu, s'il vous plaît. On a un frein, on doit prendre un frein. Ça ne va durer que 5 minutes, madame. Oui, merci. C'est le 3e bagage abandonné de la matinée. Ça ressemble à un paquet cadeau, mais c'est un paquet qui est bien fermé. Donc on ne sait absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. À Roissy, chaque terminal a ses propres chiens détecteurs d'explosifs. Descends. Descends. Ok. On monte. Ok. C'est bon pour moi, c'est sécurisé. En ce début de vacances, le trafic de l'aéroport est chargé. Vous avez les cartes d'embarquement et les passeports, s'il vous plaît? Yassamine doit avoir les yeux partout. Ce sont vos bagages, hein? C'est à vous. Restez à côté de vos bagages, madame. Ne les laissez pas comme ça sans surveillance. Oh, vous savez, parfois, nous avons des gens qui laissent des bagages juste à côté des blocs sanitaires, à côté des toilettes, et qui vont aux toilettes, ou alors qui laissent leurs bagages juste là, près de la porte, et qui sortent à l'extérieur pour fumer. Ne serait-ce que pour 10 secondes, on le considère comme un bagage suspect. Européen Yassamine, bonjour. Quel genre de bagage? D'accord, d'accord. D'accord, très bien, j'arrive. Et ce matin, les alertes s'enchaînent dans le terminal de Yassamine. Oui, c'est Yassamine. On a un bagage abandonné à la pharmacie. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, il faudrait que vous passiez par là. S'il vous plaît, il y a un bagage abandonné là, ne passez pas par là.
Cette valise se trouve à l'entrée de la zone d'embarquement. Mais alors que Yassamine attend l'arrivée de l'équipe cynophile, il met du temps, le chien. Une femme veut récupérer le bagage. Ne touchez pas, madame. C'est trop tard. Venez avec moi. Venez avec moi. Voilà, patientez là, s'il vous plaît. Le problème, c'est celui-là. Les sacs là, qui ne rentrent pas dans l'avion, la cabine. Tu vois? Mais nous, on ne peut pas savoir, madame. Vous avez ici un bagage sans surveillance. Non. On ne jette pas un bagage comme ça, madame. Vous êtes dans un aéroport. Sa valise était trop grande. Elle a été refusée en cabine. Alors elle a mis ses affaires dans ses sacs. Elle n'est pas contente parce qu'elle dit « mais c'est mon bagage, j'étais là, je le récupère ». Mais non, elle n'a pas le droit de le récupérer. Il faut absolument que le chien fasse son intervention, qu'on soit sûr qu'en effet le bagage est sans danger. Ensuite, on le redonne à sa propriétaire. À partir du moment où c'est un bagage fermé, pour nous, c'est un bagage suspect. Ah, tout ça là, pogné. Eh, monsieur, prends, il n'y a rien là. J'ai jeté, voilà, prends. Alors, madame, venez là, je vais vous expliquer. D'accord? Vous savez que nous sommes en plan Vigipirate. On n'a pas le droit, normalement, de laisser des bagages abandonnés comme ça, fermés. Parce que pour vous, le bagage est vide. Mais pour nous, à partir du moment où il est fermé, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a rien. Donc, je sais, madame, je sais bien. Vous, vous savez qu'il n'y a rien. Mais moi, je ne sais pas qu'il n'y a rien. Oui, c'est donc, vrai. c'est pour ça, ça peut être dangereux. Donc là, c'est bon, on s'en charge, mais soyez vigilants la prochaine fois. Parce que sinon, si le bagage est déclenché, vous pouvez même avoir une amende. Vraiment. La police peut vous donner, l'amende peut aller jusqu'à 750 €. Ah, Oui. 750 €. Donc faites attention la prochaine Il n'y a fois. pas de problème. Il n'y a pas de Très bien. problème. Merci. Allez-y, vous pouvez y aller. Ça va. La présence d'explosifs, c'est aussi ce que redoutent les gendarmes à Roissy. C'est d'ailleurs la mission principale de Jean-Charles et ses collègues. Bonjour monsieur, c'est un contrôle de la GTA. Donc la première chose qu'on contrôle sur un badge rouge, c'est est-ce qu'il a le droit d'accéder à la zone où il se trouve à l'instant T. En zone de fret, 2 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année. Autant de risques de colis piégés. On va faire un contrôle avec le chien Explo sur votre rame. Notre mission prioritaire, c'est la menace d'attentat, tout ce qui relève des explosifs. C'est pour ça que nous avons nos chiens Sino Explo avec qui nous travaillons constamment. Allez, bon courage à vous, bonne journée. C'est bon pour monsieur. 40 000 personnes travaillent sur cette partie de l'aéroport. Une petite ville dans laquelle les gendarmes assurent l'ordre 24 heures sur 24. La gendarmerie des transports aériens, coupez votre moteur s'il vous plaît. On peut relever diverses infractions, le téléphone, les écouteurs, le plus de permis, l'alcoolémie. On fait des contrôles d'alcoolémie côté piste. Vous trouvez des gens alcoolisés? Mais bien sûr, on en a fait un il y a 3 semaines à minuit, au pied d'un avion. Pour ce genre de choses, par exemple. Voilà, pour faire respecter les limitations de vitesse, par exemple. 30 km/h le long des bâtiments. Faut qu'on soit là tous les jours et on le fait tous les jours. Jean-Charles et ses hommes mènent aussi des enquêtes pour des vols dans les bagages. 350 plaintes sont enregistrées chaque année à Roissy. Dans les entrailles de l'aéroport, l'acheminement de valises vers les avions est entièrement automatisé. Près de 30 millions de bagages passent chaque année par cette machine. Bonjour messieurs, c'est un contrôle de la GTA. Seuls les employés de maintenance et de ménage sont autorisés à circuler ici. Okay. Donc la prochaine fois, l'ayez sur vous. C'est une obligation, d'accord? Bonne continuation messieurs. Jean-Charles connaît le moindre recoin de ce labyrinthe. Mais les gendarmes se font vite repérer. C'est un peu le jeu du chat et de la souris, c'est un peu ça. À nous, il faut qu'on prenne la personne en flag qui est en train de faire l'objet, qui est en train de faire la chose. Là, on regarde si, par exemple, il n'y aurait pas des cadenas par terre, par exemple. S'il n'y aurait pas une personne en train de commettre... Ici, c'est un endroit, vous voyez, où il n'y a pas grand passage. On est plutôt tranquille. Donc, ce sont des endroits où il faut venir de temps en temps. C'est bien de venir ici. C'est immense, hein. C'est immense.
Mais les caméras et les grillages ne semblent pas dissuader les voleurs. Là aussi, il y a des cadenas, des sangles qui ont sauté. Il y en a un autre là-bas. Il y a même la boucle de la fermeture éclair qui est avec. Donc c'est une technique qui est très connue, c'est avec un stylo. Vous mettez le stylo dans la fermeture éclair, vous ouvrez. C'est pour ça qu'il faut éviter dans un bagage de mettre des objets précieux. Chaque année, Jean-Charles et ses collègues interpellent une vingtaine d'employés pour vol. Pour dissuader les voleurs, ils multiplient les contrôles. Monsieur, dame, bonjour. On va aller voir le coffre de votre véhicule. Remettez vos chaussures, hein, parce qu'on ne se balade pas à pied sur le tarmac. Hop. Choc. Allez-y. Ok. Bah là, on regarde, par exemple, qu'il n'y ait pas de pochette qui viendrait de la first class, qu'il n'y ait pas de couverture ou de pyjama qui viendrait aussi de ce qu'on appelle la première classe. Dans quelques semaines, Jean-Charles et ses équipes vont encore renforcer les contrôles inopinés. Car avec l'arrivée des beaux jours, le trafic aérien va augmenter de 20%. Pour Jonathan l'effaroucheur, ce début du mois de mai est aussi synonyme de danger. Et donc voilà l'outil du dernier recours. Si jamais on n'a pas d'autre choix, on est habilité à se servir d'un fusil de chasse. Pas forcément pour prélever les oiseaux, mais parfois tirer une cartouche à côté d'eux. Ça fait un bruit différent de nos outils habituels. Et les oiseaux qui sont habitués à nos fusées réagissent beaucoup plus. Toujours avoir assez de munitions. Normalement, avec ça, on devrait pouvoir faire face à toutes les situations. C'est parti. Le printemps, c'est la période de reproduction et de nidification des oiseaux. C'est qui au sud? Aujourd'hui, Jonathan guette les oisillons qui sortent du nid. Les jeunes oiseaux n'ont pas l'habitude de la plateforme et ils doivent se former un peu, en quelque sorte, pour apprendre à connaître la circulation des avions et les risques que ça représente. Malgré les hectares de forêt dense, ici les oiseaux s'approprient la plateforme aéroportuaire. Jonathan trouve des nids dans des endroits improbables, comme sur ce grillage ou encore sur cette antenne météo. Il y a trouvé un nid de corneille. La semaine dernière, il y avait 4 œufs dans le nid, 4 œufs de corneille et une corneille qui couvait. Et là, comme on peut l'entendre, a priori, les œufs ont éclos. On va s'approcher doucement, parce qu'on entend les petits oisillons, il ne faudrait pas leur faire peur. Coucou. Ah, ils dorment. Ah bah, je les ai réveillés. Ils sont sortis de l'œuf il n'y a pas très longtemps. La présence de ces oiseaux à cet endroit, ça peut être à double tranchant. Donc c'est une bonne chose parce que les oiseaux vont rapidement connaître la plateforme, mais lorsqu'ils vont faire leur premier vol, ils risquent quand même d'interférer avec le trafic, de s'approcher un petit peu dangereusement des pistes. Jonathan va rester vigilant jusqu'à leur première sortie du nid. Sur le secteur nord de Roissy, il y a un endroit que les faroucheurs surveillent de très près, surtout quand il fait chaud. Ces 2 bassins au bout des pistes. Et les 2 bassins, forcément, c'est des zones qui attirent les oiseaux. Parce que ces plans d'eau, ça attire les oiseaux des zones humides. Donc là, il y a pas mal de canards qui sont posés dans le bassin. Si les canards décident de partir, en fait, ils seront vraiment dans l'axe des avions qui décollent. Les canards, en plus, sont des oiseaux qui sont assez lourds. Et ils peuvent être dangereux et causer pas mal de dommages sur un avion. Donc là, je laisse passer l'avion pour ne pas risquer de faire en sorte de pousser les oiseaux vers l'avion qui est en décollage. Alors là, je les incite déjà à se lever de la zone humide et de s'en écarter tout simplement. Les canards s'envolent, mais quelques heures plus tard, au coucher du soleil, ils reviennent encore plus nombreux pour passer la nuit. Les canards n'ont pas envie de s'en aller. En même temps, c'est leur habitat, donc ils sont bien là. Mais l'effaroucheur aura finalement le dernier mot. La nuit, Charles de Gaulle ne dort jamais.
Si la croix de Saint-André signale la fermeture de certaines pistes et la fin des vols commerciaux, les avions de marchandises, eux, prennent le relais. Air France 19, Victor Yankee, bonjour, vous êtes 5 nautique 8 derrière un Airbus 330, le vent est calme, piste 26 gauche, autorisé atterrissage. L'un des premiers avions à se poser ce matin vient d'appeler les pompiers. On part aux douleurs abdominales. Jocelyn et ses coéquipiers vont porter secours à une passagère enceinte. Une situation toujours délicate. Excusez-moi, monsieur. Merci. Dans un instant, les pompiers de Roissy vont enchaîner les interventions. 121 pour le bras droit, 121, 70, 84 en pulsation. On va seulement faire un petit tour à l'hôpital, là. D'accord? Si, un petit peu. Vous n'êtes pas en état de voyager, là. Et vous allez voir que le métier de douanier peut réserver bien des surprises. Espagnol, est-ce ok? Non? English? Nada? Ouais, quand ils parlent aucune langue, ça veut dire qu'ils n'ont jamais voyagé, qu'ils n'ont pas beaucoup d'éducation. Les passeurs, souvent, ils les prennent très jeunes. Un peu innocents, on va dire. On a même vu des personnes qui ne savaient pas prendre un escalator. Donc, tellement ils n'étaient jamais sortis de leur pays ou de leur campagne. Je pense que Nico, tu vas être parrain. S'il y a un accouchement, un bébé, tu vas être le parrain. Bon, madame. Alors, vous avez une petite fille déjà? Elle est là. Ah, vous êtes avec votre mari? C'est pour ensemble, d'accord. Ok, ça va. Mais on vient de New York et ce qui s'est passé, c'est que ma femme a eu un malaise. Et donc elle a perdu connaissance. La passagère est en fait en début de grossesse. Mais Jocelyn et ses collègues craignent une fausse couche. Vous avez des douleurs là, maintenant, là? Vous avez mal au ventre? C'est pas normal. C'est pas normal, vous sentez? Vous avez été à la selle, aux toilettes? Oui, oui. C'est normal? Oui, c'est normal. Vous n'avez pas perdu du sang, non? J'ai demandé, il n'y a pas. Nausée, you know, nausée? Just in the morning. Non, ok. Le matin. Ce matin. Je pensais être parrain, faire un petit accouchement, mais non, on ne fera pas l'accouchement aujourd'hui. On ramène le petit accouchement. La jeune femme ne veut pas être transférée à l'hôpital. La mission des pompiers s'arrête ici. Mais leur journée est loin d'être terminée. Je vois pas s'il y a un avion qui arrive. Cette fois, c'est une passagère de 70 ans qui a fait un malaise à la gare TGV de Roissy. Excusez-moi, monsieur. Merci. Cette femme, sous assistance respiratoire, est arrivée seule de Dakar et veut prendre un train pour Strasbourg, où elle dit avoir de la famille. Mais son appareil respiratoire n'a plus d'oxygène et après 6 heures de vol, elle est à bout de force. Vous parlez français, madame? Vous comprenez? On va vous faire une petite tension. On va enlever ceci. Vous avez mal quelque part, là? Non? Ça va? Bougez pas. Vous avez envie de dormir? 121 pour le bras droit, 121, 70, 84 en pulsation. Jocelyn et ses collègues décident de la transférer au centre médical de l'aéroport. On va seulement faire un petit tour à l'hôpital, là. D'accord? Si, un petit peu. Vous n'êtes pas en état de voyager, là. Je vais sortir le brancard derrière. Vous n'avez pas avancé encore. Bougez pas, madame. Ça va, madame? Vous endormez pas, hein? On est là avec vous. Attention. Des passagers mal en point à leur sortie de l'avion, comme cette dame, Jocelyn en voit tous les jours. C'est la spécificité de l'aéroport. Hein, les gens, ils viennent et on ne sait pas comment déjà ils font pour passer les pifs et rentrer dans l'avion. Parce que beaucoup de gens viennent, c'est pour, en fin de compte, se faire soigner en France. Hein. Tu sais qu'on a un service de soins en France qui est très, très performant. Donc les gens, ils arrivent avec, pour accoucher, pour se faire soigner. C'est vrai que la pauvreté et la détresse, c'est vrai que ça marque énormément. Voilà. On se réveille, madame. Allez. Au revoir, Ben. F52, c'est ça? Oui, F52, notre départ. Le lendemain matin, après ses 24 heures de garde, c'est le grand départ pour Jocelyn. Direction les Jeux Olympiques des pompiers.
Là, je suis content de pouvoir partir enfin et représenter les pompiers de l'aéroport. Tout ce que je me suis entraîné pour pouvoir le mettre en pratique, hein, parce qu'il serait temps quand même. Son petit frère Alexandre l'accompagne au Portugal, mais il ne semble pas rassuré. C'est le petit coco qui est là qu'on va peut-être prendre, oui, pour aller 2 heures de vol, il me semble, hein, c'est ça? Ah ouais, il est pas bien grand, hein. Ouais, mais c'est vrai que les pneus, ils ont l'air dégonflés quand même, là. Mais c'est pas vrai. On dirait qu'ils L'avion, il vole, il hein. roule pas, hein. Ouais, mais bon... On y va. Allez, c'est parti. Je vous remercie. Merci. Bonjour. Pour soutenir leur futur champion, ses collègues pompiers lui ont réservé une surprise. Nous, on part. Tiens, il y a le chef qui est venu me voir. Ah, sympa, Cyril. Ah oui, ils ont sorti le camion, hein. Ils me supportent toute l'année, même là, ils viennent me supporter. Tu sais, ils sont méchants avec moi à la caserne, mais en fait, quand je pars, ils viennent même me faire un petit coucou. Ça, c'est des potes. Ah, j'en connais dedans en plus, c'est Hervé. Je vais prévenir le commandant de bord que c'est des collègues qui viennent me dire un petit coucou, il n'y a pas d'incident dans l'avion quand même. Allez, dans une semaine, hein, avec beaucoup de médailles. Je l'espère, mon Dieu. Les frères Dudu. Les frères du Rimel. Hop. À quelques portes de là, On a F459. Elisabeth et ses collègues douaniers attendent 2 vols sensibles, l'un en provenance de Sao Paulo au Brésil et l'autre de Cancún au Mexique. C'est une provenance surtout pour les stupes. Vous parlez français, espagnol? Espagnol. Espagnol? Sí. ¿Es la primera vez que viene aquí en Francia? No. ¿Es Sí. para vacaciones? Sí. Ok, allez, c'est bon. La stratégie de la douanière, cibler les voyageurs plutôt jeunes qui n'ont aucun tampon sur leur passeport ou qui ont réservé un voyage à la dernière minute sans motif valable. Espagnol, est ok? Non? English? Nada? Ouais, quand ils parlent aucune langue, ça veut dire qu'ils n'ont jamais voyagé, qu'ils n'ont pas beaucoup d'éducation. Les passeurs, souvent, ils les prennent très jeunes, un peu innocents, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on recherche plutôt des personnes un peu perdues, un peu... On a même vu des personnes qui ne savaient pas prendre un escalator. Donc, tellement ils n'étaient jamais sortis de leur pays ou de leur campagne. ¿Por qué viene aquí? Estudante, intercâmbio. Estudiar? Isso. Donc lui, il me dit qu'il est étudiant, donc on va voir ça. Bah, il va à Dublin, mais il parle pas anglais. Alors c'est peut-être pour apprendre l'anglais, mais j'ai des doutes. Voilà, souvent, ils ont des lettres comme ça. En fait, c'est des personnes qui l'invitent. Donc en fait, il y a une lettre, c'est n'importe qui peut faire ça. Hein. Voy a mirar la maleta. Malgré les doutes d'Elisabeth, aucune trace de drogue dans son bagage à main. Ok, gracias, señor. Sur le vol en provenance de Cancún, Elisabeth guette plutôt les jeunes mexicaines qui voyagent à plusieurs. Les passeuses de drogue viennent rarement seules. Bonjour. Vous êtes toutes ensemble? Si? Tres? Turismo? ¿Es la primera vez que va? Alemania, no. ¿No? ¿Cuánto tiempo en Alemania? 10 días. El regreso es de London a México. Entre Alemania ¿Sí? y London, 10 días. Ah, ok. Ok, je vais regarder la maleta. Aquí. Après quelques minutes, le flair de la douanière change d'intuition. Je pense pas qu'elles viennent pour des stupes, mais je pense qu'elles viennent pour aller travailler. Madame. Voilà. Elisabeth pense que ce sont des prostituées. Voilà, je pense que les choses sont claires. C'est clairement des habits pour aller travailler. Et quand on les regarde, c'est vrai que c'est exactement le même profil que les passeurs. C'est peut-être les mêmes organisations mafieuses, je sais pas, mais... Muchas gracias, señora. Aux arrivées bagages, ce jour-là, Elisabeth et ses collègues sont à la recherche de contrefaçons. Attendez, hop, on va retirer ce qui est là. Laissez-moi faire, comme ça, je saurai où j'en suis après. Ce trafic est passible de prison, au même titre que la drogue. Vous avez payé combien à peu près 13 €. C'est de la contrefaçon, ça, madame? C'est pas le prix en France. Ça, vous le savez. Un peu. Oui. Quand on manipule un petit peu la marchandise, on voit que c'est pas de la qualité déjà. De toute façon, a priori, c'est de la contrefaçon, puisqu'elle nous l'a déclaré l'avoir acheté sur un marché pour une vingtaine d'euros. Je pense pas que Valentino fasse des sacs à 20 €. Ou alors, dans ce cas-là, j'y vais. Je pense qu'on y court tous. Un deuxième sac de contrefaçon.
Madame, elle a payé environ 30 €. Ça, c'est que des lunettes Dior. Cette jeune Malienne a aussi des médicaments interdits à la vente sans ordonnance. Vous alliez en faire quoi, madame? Pour donner des cadeaux. Et les sacs? Non, c'est le sac, c'est un. C'était pour vous? Et les lunettes? Des cadeaux aussi? Vous faites beaucoup de cadeaux? Moi, je pense que c'était pour revendre. Ouais, ils nous disent toujours que c'est pour eux, alors que... Bon, bref. C'est évident que c'est pas elle qui va porter des sacs comme ça. Enfin, un sac, je veux bien, mais plusieurs sacs, non. Je pense pas. Je ne savais pas qu'on était des là. Mais vous saviez que c'était de la contrefaçon. C'est pas des vrais. Est-ce que vous achetez du Dior dans une boutique Dior? Non. Non. Vous achetez que sur les marchés? Oui. Est-ce que Dior vend sur les marchés? A priori. A priori, non. Donc, vous ne pouviez pas ignorer que c'était de la contrefaçon. Et en France, c'est interdit. Dès le premier article. Pour calculer l'amende, les douaniers se basent sur la valeur des articles originaux en France. Celui-ci coûte 2 500 € environ en France. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T'en as 12 et 12. Donc t'as 12 Gucci, 12 Dior. 10. Il y en a pour plus de 20 000 € de marchandises. L'amende va être salée. Vous pouvez payer 2 000 € d'amende? Non, hein? Voilà. Je ne savais pas qu'on interdisait tout ça. La prochaine fois que je ne le ferai pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a demandé de les transporter? Ou c'est vous, de votre propre chef, qui avez décidé de les amener? Oui. La passagère n'a pas de quoi payer. Son dossier va être transmis au tribunal. Elle encourt jusqu'à 40 000 € d'amende. Après une semaine au Portugal pour les Jeux Olympiques des pompiers, Dudu est de retour à la caserne. Bonjour les chefs, monsieur Durimel est là. Bonjour Dani. De l'or et de l'argent et du bronze. 6 épreuves, 5 médailles. Une médaille d'or en triple saut et à la perche. Dudu a rempli sa mission avec brio. Dans quelques mois, après 24 ans de service à l'aéroport, Jocelyn va prendre sa retraite. Théo, lui, vient de valider sa seconde année d'ingénieur aéronautique. Un pas de plus vers son objectif, devenir pilote. Quant à Yassamine, dans quelques jours, presque incognito, elle s'envolera à son tour pour un long voyage aux États-Unis.